on a un vrai embroglio et une vraie problématique au niveau juridique, et on risquerait de se retrouver en fait dans une situation où, oui, des commandants, des généraux de Tsahal ne pourront plus sortir d'Israël compte tenu des mandats d'arrêt qui auront été lancés. Mais effectivement, puisque Karim Khan l'a promis, effectivement également de lancer des mandats d'arrêt contre les membres du Hamas, qui ne seront en fait, in fine, inattaquables, et on ne pourra pas les présenter devant la justice puisqu'ils ne représentent pas l'État de Palestine à Gaza. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Déborah Abitbol. Déborah, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate internationale et avec vous, je voulais que l'on revienne sur un des débats, ou en tout cas un des développements qui sont liés bien entendu à la guerre. On a assisté à la visite il y a quelques jours de cela de Karim Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale et qui a été invité à la demande, qui avait été invité par les familles d'otages à se rendre sur le terrain, c'est-à-dire dans les localités du sud du pays, afin que ces familles d'otages puissent, le moment venu, déposer un recours devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre leur population. Alors, on a vu d'ailleurs à cette occasion Karim Khan faire des déclarations parfois, on va dire, plus favorables ou plus empathiques envers l'État d'Israël. En tout cas, on s'était pas habitué à ce genre de déclaration de la part jusque-là des procureurs de la CPI. Mais je voudrais savoir avec vous quelle est la situation, le statut d'Israël aujourd'hui, que l'on revienne sur le statut d'Israël. Et aujourd'hui, on voit clairement qu'Israël ne coopère pas avec la Cour pénale internationale, qu'elle n'a pas voulu recevoir Karim Khan. Quel est le statut aujourd'hui de l'État d'Israël? Et est-ce que cela est possible qu'il y ait une initiative, on va dire privée, de la part des habitants, des familles d'otages, des habitants du pourtour de la bande de Gaza, pour déposer un tel recours devant la Cour pénale internationale? Alors oui, Daniel, ça serait bien effectivement de faire un petit retour sur la chronologie pour nos auditeurs pour qu'on comprenne. On avait fait effectivement plusieurs interviews sur la question d'abord de l'entrée de l'État de Palestine, entre guillemets, tel qu'il a été nommé dans le statut de Rome, puisque l'autorité palestinienne avait demandé à adhérer au statut de Rome, ce qui a été accepté, je le rappelle, dans le dépôt des instruments par l'État de Palestine en janvier 2015. Et à ce propos, nous avions déjà une première décision en 2021 qui demandait à savoir effectivement sur quoi va porter la compétence, si je puis dire, de la Cour pénale internationale. Sur ce propos, vous vous rappelez, on avait une décision collégiale avec un avis dissident d'un juge qui avait dit effectivement qu'ils étaient compétents, et je cite la décision qui avait été rendue le 5 février 2021, qu'ils étaient compétents avaient une compétence territoriale sur de la Cour dans la situation en Palestine qui s'étendait au territoire occupé par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, et y compris Jérusalem-Est. Ça veut dire le territoire de Gaza est inclus dans cela. Effectivement. Et vous allez voir les problématiques et je pense le subterfuge de ce procureur Khan dont la venue n'est pas anodine. À cela, nous avions eu l'ancienne... d'abord, il faut savoir qu'il y a un dossier maintenant qui est ouvert, d'accord, depuis cette décision de 2021 qui a donné donc compétence officiellement à la Cour pénale internationale. Il y a un dossier qui est ouvert contre Israël, c'est cela, hein? Alors, en tout cas, c'est un dossier qui a été ouvert par l'État de Palestine sur les présupposés crimes de génocide, de guerre, etc., commis sur les territoires dont je viens de vous mentionner. Et ce dossier, ICC 01/18, avait été ouvert et donc mené la première enquête par la procureure Fatou, dont on avait dit effectivement qu'elle faisait le fer de lance de pouvoir vérifier effectivement quels ont été les crimes qui auraient été commis par Israël. À cela, elle a été remplacée par Karim Khan, l'actuel procureur, et Karim Khan a repris, si vous voulez, les éléments de cette enquête qui avait été diligentée donc par la précédente procureure. Et ce qu'il y a d'intéressant, et vous allez voir, puisqu'il y a plusieurs problématiques qui se posent, cette enquête a débuté sur des faits qui remontent au 13 juin 2014. Ce qui est incroyable, puisqu'en général, on sait qu'il y a un principe en droit pénal qui prévoit que la loi pénale plus douce s'applique, ou en tout cas qu'on juge les faits au moment où on en est informé, ou on en est suspecté. Or là, alors que les instruments ont été déposés en 2015,
on s'aperçoit que l'enquête, elle est antérieure à 2015. Alors 13 juin 2014, pour nos auditeurs, c'est le début de l'opération israélienne dans la bande de Gaza après l'assassinat des trois adolescents israéliens dans le Gush Etzion, n'est-ce pas ? Exactement, Daniel. Donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec une rétroactivité sur une enquête pour les faits survenus depuis 2014. Et là où, effectivement, et je pense quand même que c'est une actualité silencieuse que vous avez raison de mettre en exergue, parce que, effectivement, aujourd'hui, les enjeux sont extrêmement importants. Là où, à l'époque, je vous disais qu'effectivement, c'était une enquête qui était un petit peu endormie et que, pour l'instant, ce n'était pas vraiment d'actualité, où je ne voyais pas, en fait, un procureur mettre au devant de la scène des crimes, supposés crimes de guerre pour Israël et crimes contre l'humanité et génocide de la part du Hamas. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il faut savoir qu'il y a eu un protocole dans les visites du procureur. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est d'abord rendu au Caire, il a essayé effectivement à Rafah, il a essayé de passer à Gaza. Bien évidemment, il a eu une fin de non-recevoir. Et il a promis, en fait, dans un discours très très long, qui a été tenu le 29 octobre 2023, il a tenu un discours selon lequel il ferait tout, effectivement, pour faire la lumière sur la situation odieuse, la situation désastreuse que les Palestiniens civils subissent depuis les bombardements du 7 octobre. Mais en parallèle, et c'est ça l'ouverture, et voilà, on va justement en parler, en parallèle, il a ouvert la porte aux victimes du 7 octobre, des massacres du 7 octobre dernier. Et c'est là, effectivement, le point intéressant, c'est que, et là, Daniel, c'est vraiment là, je l'ai lu puisque ça a été déposé, il y a 9 familles israéliennes qui ont déposé des plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est quelque chose... les chefs d'accusation sont ? Les chefs d'accusation sont des crimes contre l'humanité commis par les membres du Hamas. Là où c'est intéressant, effectivement, c'est que Karim Khan, le procureur, a été accueilli officieusement, entre guillemets, puisqu'il s'est rendu dans les kibboutz avoisinants de la bande de Gaza, en constatant, en venant recueillir d'ores et déjà des preuves, puisqu'il a été mandaté par ces mêmes familles israéliennes pour enquêter. La problématique qui se pose, et j'ai envie de vous dire, et c'était votre question du début d'interview, c'est est-ce qu'Israël sera obligé d'adhérer à cette convention, à ce statut de Rome, et dont elle tire la compétence, dont tire la compétence la Cour pénale internationale, pour être éventuellement devoir répondre de certaines accusations de la part de la Cour. Eh ben non. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une difficulté puisqu'il a trouvé le moyen, par le truchement des plaintes déposées par des civils israéliens, de pouvoir enquêter. Et il l'a même dit, si les autorités israéliennes souhaitent coopérer, elles sont les bienvenues. Mais en tout cas, moi, je poursuis mon enquête sur ces faits. Et aujourd'hui, il est pressé par les ONG, avec en tête de liste l'avocat Emmanuel Daoud, de déposer des mandats d'arrêt de part et d'autre. Donc on se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe. Alors je vais essayer de traduire ce que vous nous avez dit en termes professionnels. En fait, vous êtes en train de nous dire que Karim Khan est venu à l'invitation de ces 9 familles israéliennes qui ont déposé ce recours pour crimes contre l'humanité contre le Hamas, mais il va utiliser son passage pour après charger l'État d'Israël, c'est ça ? Effectivement, Daniel, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une réciprocité. C'est-à-dire qu'il met en balance, et c'est ça toute la problématique, il met en balance donc toutes les opérations, tous les actes qui auraient pu être commis par l'armée israélienne depuis donc juin 2014, et il entraîne donc dans cette enquête qui a été ouverte depuis 2014, et il intègre les éléments et les massacres du 7 octobre dernier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une enquête qui s'est étendue à spectre large, où il veut en même temps regarder et examiner les plaintes et enquêter sur les faits de Tsahal, et en même temps a promis effectivement de traîner en justice les membres du Hamas. Alors attendez, et là, il a promis de traîner en justice les membres du Hamas, ou alors est-ce qu'il a, dans cette démarche apparemment sournoise, telle que vous nous la présentez, il veut tout simplement
dire ok, je vais vérifier ce qui s'est passé le 7 octobre, mais après je le comparerai, on va dire, au niveau de la proportion, de la proportionnalité avec les crimes commis entre guillemets par Israël depuis le 7 octobre, avec les bombardements incessants dans la bande de Gaza. C'est ça qu'il a l'intention de faire, ou ce sont des choses différentes, des démarches d'abord, différentes? Ce sont des choses différentes, puisque les plaintes qui ont été déposées par les représentants des ONG, donc au nom de l'État de Palestine, concerne que les actes de Tsahal, et il veut séparer, en fait, et évidemment, regarder de toute évidence si la réponse de l'armée israélienne a été proportionnée et s'il n'y a pas eu des crimes de guerre, notamment par les difficultés d'approvisionnement de l'aide humanitaire, etc., tout ce qu'on connaît, les maisons qui auraient été détruites et qui n'auraient pas été dans les plans militaires. Mais là où la difficulté, Daniel, que j'ai pu examiner, en fait, c'est que quand on parle de Gaza, on doit parler, et normalement, les statuts de Rome prévoient que l'on ne peut enquêter et traîner en justice l'État donc qui a été signataire ou ses ressortissants, d'accord? Mais là, la problématique qu'on a dans Gaza, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Depuis 2006 et depuis ces fameuses élections, on sait que le Hamas est à la tête de Gaza, qu'il n'y a pas de gouvernement, un État souverain. C'est la signification en droit pénal, en droit international, public, d'un État souverain, c'est-à-dire un gouvernement, une possibilité d'avoir des relations diplomatiques, une possibilité d'avoir un État souverain, c'est-à-dire avec une autonomie économique, qui n'est pas le cas de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, il veut mettre sur le même plan, donc pouvoir essayer d'attraire en justice des membres du Hamas, alors qu'il ne s'agit pas d'une autorité légitime et qu'il ne s'agit certainement pas d'une enclave où il y a un gouvernement tel que l'on pourrait en tout cas le définir pour l'autorité palestinienne qui se trouve en Cisjordanie. Donc on a un vrai imbroglio et une vraie problématique au niveau juridique, et on risquerait de se retrouver en fait dans une situation où, oui, des commandants, des généraux de Tsahal ne pourront plus sortir d'Israël compte tenu des mandats d'arrêt qui auront été lancés. Mais effectivement, puisque Karim Khan l'a promis, effectivement également de lancer des mandats d'arrêt contre les membres du Hamas, qui ne seront en fait, in fine, inattaquables, et on ne pourra pas les présenter devant la justice puisqu'ils ne représentent pas l'État de Palestine à Gaza. On a bien compris, donc en fait vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La Cour pénale internationale n'a pas été sensibilisée outre mesure par les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, et que peut-être même les familles d'otages sont devenues peut-être elles-mêmes otages de Karim Khan et de ses manipulations. Donc il ne faut pas s'attendre à un changement de politique, et certainement pas de la part d'Israël. Ce n'est pas parce que Karim Khan est venu dans la région que Israël doit envisager donc de signer le traité de Rome, enfin pas le traité de Rome, l'accord qui reconnaît, qui permet à Israël d'être membre donc de la Cour pénale internationale. Donc il ne faut pas s'attendre à des grands changements de ce côté-là. Non, Daniel, il ne faut pas s'attendre à des changements, et j'ai même envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus dangereux parce qu'effectivement, ces plaintes qui ont été déposées risquent de se retourner contre nous. Et si, effectivement, puis que la pression internationale, et en tout cas la pression de ces ONG monte pour délivrer d'ores et déjà des mandats d'arrêt, aussi bien du côté de l'armée de Tsahal que des membres du Hamas, on risque de se retrouver quand même dans une situation où certains membres de Tsahal, également en Cisjordanie, avec toutes les opérations que l'on trouve à Jenin et dans toute la Cisjordanie et Jérusalem-Est, risquent de se retrouver avec des mandats d'arrêt et ne plus pouvoir sortir dans exactement 137 pays qui sont donc membres signataires de ce statut de Rome, et qui, bien évidemment, seront amenés à prendre toutes les mesures si un Israélien est sur son territoire, de devoir en tout cas avoir l'obligation, selon le statut de Rome, de le remettre aux autorités de la Cour pénale internationale. Eh bien, Déborah Abitbol, merci beaucoup de nous avoir clarifié ce point. Vous avez effectivement nous avez donné tous les détails qui nous permettent de comprendre qu'il ne faut pas s'attendre à de grands changements du côté de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée et à bientôt. Shalom, shalom. À bientôt. Au revoir.